Ça m'inquiète un peu parce que tous les ingrédients que tu viens de mettre dans le luxe, c'est totalement à l'opposé de ce qu'est l'IA. La rareté, le temps. On pourrait mettre les ingrédients opposés. Si on en revient à la question, est-ce que l'IA peut fonctionner avec le luxe? Et si oui, comment? C'est pas l'humain qui est opposé à l'IA. Il y a des IA qui surveillent des IA, il y a des IA qui entraînent des IA, il y a des IA bienveillantes qui combattent des IA malveillantes. Je pense que de toute façon, il y a peu de choses qui sont faites à cet endroit-là aujourd'hui. Et il y a tout à faire, mais il y a plein de choses à faire avec ce qu'on sait. Ce qui m'empêche pas de m'engueuler au moins une fois par jour avec ChatGPT. Faut le remettre à sa place bien souvent. Je me dis, t'es nul aujourd'hui, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? J'utilise la commande vocale, c'est plus rapide, tu peux que te taper. On a été 2 à travailler sur un projet de cartographie des IA dans l'industrie du textile pour baliser toute la chaîne de valeur. C'est bon pour toi? C'est parfait. Allez, go. Allez. Bonjour Ghislain. Bonjour Morgane. Je suis vachement content de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Du coup, alors on se connaît pas trop, on s'est parlé comme ça rapidement 2-3 fois avant, on s'est jamais rencontrés, c'est la première fois qu'on se rencontre. Du coup, je te laisse te présenter parce que peut-être que tout le monde te connaîtra pas non plus, nous dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu as fait, ainsi de suite. Très bien, merci en tout cas, enchanté. Avec plaisir. In real life, comme on dit. Enchanté Morgane, merci de m'avoir invité aussi sur ce joli plateau et ce très beau programme. Donc c'est vrai, effectivement, on se connaît virtuellement. On connaît beaucoup de gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux et puis évidemment quand on les rencontre, il se passe autre chose. Donc ravi en tout cas d'être là et puis de passer un petit moment avec toi. Donc pour me présenter rapidement, donc Ghislain, je suis depuis à peu près 20 ans dans l'industrie du digital. J'ai un parcours qui mêle à la fois agence conseil, où j'ai été chef de projet, le classique, chef de projet, directeur conseil, directeur commercial. Je passais par différents types d'agences. Je passais notamment dans le groupe Havas un moment. Puis une autre partie qui concerne plutôt les annonceurs, on va dire, puisque j'ai passé beaucoup de temps dans l'industrie du luxe, notamment chez LVMH, 4 années, chez Estée Lauder Companies pendant 4 ans, et puis ensuite un passage aussi chez Google, où je travaillais pour le pôle luxe, beauté. Oui, ok, voilà, et j'accompagnais des marques, des belles maisons, comme on dit, comme Chanel, Klein, Shiseido. Ah, tu faisais quoi exactement pour eux Je travaillais en fait, sur la partie média YouTube, et j'avais pour rôle d'accompagner dans le monde un certain nombre de groupes, d'enseignes, de maisons. On ne sait jamais selon les groupes ce qu'il faut dire. Justement, effectivement, pour les aider à mettre en place des campagnes médias sur YouTube, précisément, en complément de ce qu'on faisait par ailleurs en search sur Google. D'accord, donc très axé vidéo? Très axé vidéo, bien évidemment, et puis surtout branding, puisque YouTube est un média de grande visibilité, et puis c'était surtout aussi à une période où il fallait revoir les expériences consommateurs, et la vidéo et la consommation de médias, donc de brand content à la maison était importante, puisque c'était juste après le confinement. Et donc on avait un peu systématisé, et les marques aussi travaillaient beaucoup sur des plans médias qui intégraient des médias qui proposent, en tout cas qui offrent une visibilité très large, et YouTube pour ça en fait est extraordinaire. Voilà. Donc, voilà. Et puis pour finir de me présenter, depuis 2 ans, je suis consultant à mon compte. Je m'étais mis en freelance quand je suis rentré chez LVMH avant de devenir salarié, et puis finalement j'ai décidé de revenir à mes premières amours, on va dire, de voguer de mes propres ailes. Donc consultant deux choses, marketing digital d'une part, parce que moi j'ai travaillé pendant très longtemps sur la partie réseaux sociaux, influence, médias au large, pour le branding des marques en tout cas, et la partie évidemment IA générative, puisque effectivement j'ai pris un peu le train en marche depuis novembre 2022. Voilà, donc ça fait quasiment bientôt 2 ans que je travaille sur le sujet, et plein de belles histoires à raconter dans plein de secteurs, et notamment l'industrie du textile et du luxe. Justement, on est carrément là pour ça, mais tu peux nous dire comment toi tu as vécu l'arrivée de l'IA dans ton métier, et comment tu le vois un petit peu dans l'univers du luxe, qu'est-ce que tu observes, un petit peu ton avis général sur tout ça. Mon point de vue, alors je pense comme un petit peu tout le monde, au départ on entend parler de quelque chose. Alors évidemment on entendait parler d'IA bien avant le fameux ChatGPT qui est apparu donc
au grand public, en tout cas en accès au grand public le 30 novembre 2022. Bon, au départ, on entend parler de quelque chose. Puis de plus en plus, ce petit bruit qu'on a derrière l'oreille, ce petit buzz vient nous gratouiller. Puis on se dit, bon, on va regarder ce que c'est. Et puis finalement, de plus en plus de gens autour de nous, notamment dans l'écosystème digital, tous les technophiles, etc., on nous en parle. Et puis à un moment, on se dit, c'est intéressant ça. On peut écrire plus vite, on peut résumer plus vite, on peut... pas encore, en tout cas, on peut travailler sur des concepts, mais en tout cas, on ne pouvait pas les mettre en image. À ce moment-là, en tout cas, même si mon Midjourney avait été mis en accès beaucoup plus tôt, mais DALL-E 2 était assez pauvre à ce moment-là, mais surtout, c'était le travail d'écriture. Moi, c'est ce que je dis toujours. Ayant travaillé en agence, j'ai l'impression que ce que j'ai fait le plus, c'est d'écrire, faire des comptes rendus de réunions, faire des présentations, PowerPoint. Et puis, à un moment, je souffrais de tout ça, très clairement, parce que j'ai écrire. Donc, on passait plus de temps... je passais plus de temps à me concentrer sur ce que je devais écrire. Donc il fallait que j'écrive, plutôt que sur le fond, finalement, du message que je devais écrire. Et je trouve effectivement que cette accélération-là, donc le fait d'ouvrir, de démocratiser ces technologies au grand public, parce que c'est pour ça qu'on parle de révolution, après il peut y avoir discussion autour de ça, mais c'est l'accès au grand public, ça va nous permettre en fait, de déléguer des tâches en fait, de forme pour finalement se concentrer, pour que l'on se concentre sur le fond, savoir faire notre métier. Moi j'ai une formation marketing digital, j'ai envie de faire du marketing digital, pas forcément écrire, même si on est tous obligés d'écrire. Après il existe depuis plein de solutions, mais j'utilise beaucoup la voix pour gagner du temps, et c'est ce que je recommande en tout cas à tous mes clients. Là, ce que tu racontes, c'est intéressant parce que finalement, tu expliques que ce qu'on essaye d'expliquer, nous, souvent dans l'IA, qu'aujourd'hui, l'IA ne t'a pas remplacé, mais elle t'a pris les tâches que tu détestais faire, celles où tu avais le moins de valeur ajoutée, pour que tu te concentres sur ton métier, tu l'as dit plusieurs fois, le marketing digital, et non plus sur ce qui n'était pas ton métier, faire des rapports et écrire, quoi. Alors, on va dire que ça fait partie de mon travail. Mais pas là où tu as le plus de valeur, peut-être. Voilà, un chef de projet, il doit écrire. De toute façon, il doit faire des comptes rendus de réunion. Moi, j'ai commencé, j'étais chef de projet. Mon boss de l'époque me disait t'es garant de l'information, du budget et du temps. Ouais. Voilà. Donc pour ça, il faut écrire, il faut partager. Et on a un rôle de chef d'orchestre. Pour ça, effectivement, on ne peut pas faire que des points oraux. En revanche, je pense effectivement que quand l'IA est bien maîtrisée, c'est un point important aussi, quand tout un chacun, quand les salariés en fait, maîtrisent bien la technologie, qu'ils ont bien compris les enjeux qui y a autour de ça, les possibilités mais aussi les limites, là, à partir d'un certain moment, un cercle vertueux peut se mettre en place, et c'est là que ça devient intéressant. On peut commencer à déléguer des tâches, voir effectivement où on a à titre individuel un gain, pour pouvoir se concentrer sur le fond, développer, pourquoi pas, des nouvelles activités, réfléchir à créer de nouvelles offres ou enrichir encore plus ce que l'on fait déjà avec ses propres clients. Voilà. Tu utilises quoi comme outil aujourd'hui pour faire du compte rendu ? Moi, j'utilise beaucoup. Alors, forcément ChatGPT parce que pour de la synthèse, de la reformulation, du résumé. J'utilise aussi beaucoup en fait la complémentarité entre des outils type Lixinote ou Fireflies qui te permettent d'avoir du transcript. Ouais. Derrière, je passe à ChatGPT pour pouvoir faire une synthèse formatée selon le brief, en fait, selon le besoin, parce qu'effectivement, on peut faire des comptes rendus de réunion de façon très différente, c'est très hétérogène. Parfois, il faut anonymiser, parfois, il faut que ce soit très long, parfois, il faut que ce soit vraiment cadré avec les points abordés, les next steps, et puis il faut qu'il y ait des dates pour tout. Donc ça, je travaille beaucoup sur plusieurs outils en même temps sur la partie compte rendu de réunion. Après, il existe évidemment d'autres solutions type Upload.ai, qui est le petit truc que tu mets derrière ton téléphone en fait qui l'enregistre. Et puis aussi récemment une autre techno que j'ai découverte qui me semble très intéressante, je l'ai pas encore testé, j'ai envie, c'est Wave. Wave qui est une appli en fait qui te permet qui fait tout, qui enregistre en fait ce que tu fais, qui te fait le transcript et puis qui te fait un résumé déjà bien structuré, parce que souvent les technos ont tendance à t'envoyer le transcript et puis après derrière il faut que tu te débrouilles avec un outil qui te permette de mieux reformater. Après se poser la question dans tout ça sur les réunions, c'est où tu es en visio, ou
tu es dans la même pièce. Physique. Et là, ça pose plein d'autres contraintes. Il y a Auteur aussi qui fait partie des acteurs pour tout ça. Donc je pense que ce qu'il faut, moi ce que j'essaie de trouver, c'est l'outil qui répond à plusieurs de mes besoins. Et mes besoins sont peut-être différents des tiens, Bah oui. tout simplement j'imagine. Et puis d'essayer de travailler sur une interopérabilité entre les outils. Et puis bien évidemment, à côté de ça, j'utilise les outils Midjourney, beaucoup. DALL-E qui est intégré à ChatGPT. Et puis j'aime beaucoup aussi Perplexity. Ok. Et puis Claude de temps en temps pour quand je dois challenger ChatGPT. Ouais. Alors, juste parce que je suis à peu près sûr que ChatGPT, Midjourney, ça va. Perplexity, tu nous racontes juste un petit peu ce que ça fait. Pas sûr que tout le monde connaisse. Alors, Perplexity, c'est un outil qui est un petit peu entre Google, moteur de recherche, et ChatGPT. On dit souvent d'ailleurs à l'industrie qu'il ne faut pas confondre ChatGPT avec un moteur de recherche parce qu'il n'est pas forcément au courant de tout ce qui s'est fait hier, par exemple. Bon, on a fait le test la semaine dernière avec un client pour notre nouveau Premier ministre. Il était déjà au courant. Donc, voilà, sur certains sujets, il est actualisé. Ah ouais? Alors, comment vous avez fait? Parce que du coup, théoriquement, ces données s'arrêtent fin 2023, si je dis pas de bêtises. Alors oui, il peut aller chercher des infos sur Internet. Hein. C'est comme ça que vous avez réussi. Okay. Souvent, il faut lui demander. Il n'a pas le réflexe. Voilà, il faut lui demander. Il faut lui demander d'aller chercher des informations sur Internet. Et il a répondu. Et il y va. Ouais. En revanche, il faut bien prendre en compte le fait que, je vais revenir après à ta question, que pas un moteur de recherche en tant que tel qui te garantit les informations les plus récentes possibles. Oui, c'est vrai qu'on a oublié Perplexity du coup. C'est ça. Et c'est là où Perplexity est intéressant. Donc entre Google et ChatGPT, il t'apporte en fait des sources en fait très facilement. Ouais. Voilà. Ça, je trouve que quand on travaille, qu'on fait de la recherche, c'est super intéressant de faire notamment, on fait beaucoup de veille notamment dans nos industries. Et deux, dans la façon de fonctionner, même si au bout d'un moment, bon, j'arrête, il te pose toujours une question à la fin qui te permet d'avancer, un peu en mode stop and go. Ouais. Et ça permet souvent d'affiner et il crée peut-être des questions. Te pose des questions que tu ne te serais pas posées toi-même. Voilà, donc moi dans mon travail, ce que je fais généralement, j'utilise Google. Souvent on me dit oui, mais quelle IA peut répondre à ça? N'oubliez pas Google. Google, vous tapez des mots-clés, vous allez voir dans Actu où vous sélectionnez la récence de l'actualité recherchée, moins d'un jour ou moins d'un mois. Donc ça c'est un point important. Perplexity. Après, parfois, je fais de la recherche un peu à la main, puis bien évidemment, on se suit tous dans l'écosystème, donc on a aussi des informations qui nous remontent via les chats les groupes auxquels on appartient, sur WhatsApp ou Discord, etc. Et puis, il y a le moment où j'ai toutes mes informations pour ma veille, et là où je passe sur de la structuration avec ChatGPT. Ok, super. Avant qu'on commence, on a un petit peu parlé, et donc tu me disais que tu avais quand même exploré différentes industries dans le luxe. Est-ce que tu peux nous apporter ta vision sur ce que tu as vu? Tu m'as parlé de l'automobile, de l'immobilier, enfin de différents secteurs. Qu'est-ce que tu as vu en termes de cas d'usage de l'IA? Comment est-ce que les différents secteurs du luxe arrivent à intégrer l'IA? Alors déjà, il faudrait revenir à la définition du luxe. Ouais, le luxe, qu'est-ce que c'est? C'est très drôle parce que c'était une question que j'ai eue quand j'étais au lycée. Je crois qu'on avait une dissertation à faire. Et je me souviens qu'on avait parlé de le luxe, en fait, c'est avoir du temps. C'est aussi avoir du temps. Bon, bien évidemment, ça c'est très philosophique et un peu spirituel. Mais si on revient à l'industrie du luxe en tant que telle, bien évidemment, c'est très large parce que ça peut inclure aussi bien des maisons de chez LVMH, des marques en fait qui travaillent dans l'immobilier, comme de l'hôtellerie, effectivement, des palaces, etc. Industrie automobile, comme tu le disais. Alors, du fait de mon passage en agence, j'ai eu la chance, en tout cas l'occasion, de travailler pour plein d'industries différentes, que ce soit des banques d'affaires, aussi, et là on peut parler de luxe, bien évidemment. Mais en tout cas, si, comme effectivement de l'hôtellerie de luxe ou de l'automobile, en tout cas des acteurs de l'automobile en fait, qui sont premium. Alors, après mon passage chez LVMH et puis chez Estée Lauder ou chez Google, j'ai découvert, on va dire, une beauté plutôt cosmétique, plutôt luxe. Voilà. Ce qui rassemble en tout cas tous ces acteurs-là, c'est déjà en fait le service apporté aux clients, bien évidemment le prix,
pour le client, quand il vient acheter un produit qui coûte très cher, je sais pas, une paire de chaussures, je sais pas, Santoni par exemple, bien évidemment, il y a un prix qui est conséquent. Et après derrière, de l'exigence, de l'expertise, un savoir-faire, une touche qui dépendra de la marque ou de la maison qui offre le produit. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que au-delà du produit, il y a la dimension servicielle qui est importante. Et aujourd'hui, plus que jamais, qu'est-ce que le client attend surtout? C'est de la personnalisation, qu'il soit compris, écouté, entendu, même limite avant de s'être exprimé. Et puis il attend surtout d'avoir un produit de qualité qui dure, avec lequel il va créer en fait pourquoi pas la marque une relation d'affect. Voilà. Et puis je crois aussi beaucoup que dans le luxe, quand on est convaincu par une marque, quand on est séduit par une marque, en tout cas c'est mon cas, on devient très fidèle à la marque ou à la maison. Et voilà. Mais je dirais aujourd'hui que, indépendamment de l'IA, c'est surtout l'expertise, vraiment le savoir-faire, la petite touche personnalisée, en même temps qu'on a une aura de marque qui déborde quelque part, même la marque elle-même, quoi. La rareté aussi, ça... L'effet rareté, bien évidemment. Je parlais du prix, effectivement. Derrière ça, il y avait la rareté. On sait que j'ai fait des études d'économie. Quand plus un produit est unique, plus il est rare, plus il sera cher. Mais je pense aussi quand même que à travers la rareté, il y a une prise de conscience de la part des consommateurs au bout d'un moment, on peut s'arrêter, en fait, de dire je veux ce produit-là à tout prix. Alors, ça concerne toujours un certain échantillon de la population, bien évidemment. On voit en plus avec la communication exacerbée via les réseaux sociaux, etc., puis les influenceurs, les créateurs de contenu, pardon. Effectivement, il y a toujours des gens qui seront intéressés à mettre un prix infernal pour acquérir un produit. Mais en même temps, j'ai l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience sur le prix à investir, ou l'investissement en tout cas à mettre, qu'il soit à travers une dépense, un investissement pécuniaire, ou même un engagement perso. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est pas que le prix qui fait la qualité, déjà, c'est la première chose. Et puis, je pense qu'autour de ça, il y a une attente autour de l'engagement des marques. Voilà, et moi je dis souvent en fait qu'une marque c'est un peu comme une personne. J'aime bien la personnalité de marque. Quand on parle d'une personnalité de marque, une marque aujourd'hui, si elle devait prendre la parole, si elle était une personne, qu'est-ce qu'elle me dirait ? Moi, c'est souvent la question que je me pose. Alors pas avant d'acheter un produit, mais dans mon travail de marketeur, voilà, en ayant travaillé pendant très longtemps dans l'industrie de la cosmétique, forcément je testais pas forcément tous les produits. Mais je partais souvent du branding, en tout cas de ce que je pouvais ressentir, en tout cas à travers le storytelling d'une marque. Et aujourd'hui, je trouve que on dit souvent que les histoires de marque vendent, mais les faits aujourd'hui, c'est juste que ça te parle. On dit facts tell, stories sell. Je ne sais plus qui a dit ça, mais j'adore cette phrase. Et voilà, moi j'attends aujourd'hui d'une marque de luxe qu'elle me raconte une histoire quand même, qu'elle me plonge dans un univers, qu'elle me fasse un peu rêver. Je cite souvent ça aussi quand je prenais des cours de sociologie il y a 20 ans, quand on faisait le top 100 des organisations les plus puissantes, on s'est rendu compte qu'à partir d'un certain temps, les marques étaient devenues plus importantes en volume que les pays ou les organisations. Et aujourd'hui, on voit que dans le top 100, alors je ne connais pas, on voit aujourd'hui qu'effectivement des marques comme, alors que ce soit de luxe ou pas, mais en tout cas une marque, Facebook c'est une marque, et aujourd'hui Facebook fait partie des organisations les plus puissantes. On voit bien Mark Zuckerberg est reçu par les présidents, et voilà. Et à l'époque peut-être qu'on avait je sais pas, IBM, Microsoft, voilà. Et donc je pense aujourd'hui d'autant plus pour des marques de luxe, elles ont pour moi un rôle à jouer dans l'expérience à faire vivre aux clients, faire rêver. On a besoin de rêver un peu en ce moment aussi, vu la conjoncture actuelle. Et donc, voilà. Donc je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit aussi. Si, c'est clair, mais ça m'inquiète un peu parce que tous les ingrédients que tu viens de mettre dans le luxe, auxquels j'adhère, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, c'est totalement à l'opposé de ce qu'est l'IA. La rareté, le temps, tout ça, l'IA, on pourrait mettre les ingrédients opposés. Donc du coup, si on en revient à la question,
est-ce que l'IA peut fonctionner avec le luxe? Et si oui, comment? Qu'est-ce que tu as pu observer? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA, pour moi, comme toute technologie, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Ouais. C'est un moyen. Donc pour moi, je vois l'IA un petit peu comme un coefficient multiplicateur, un accélérateur, quelque part, qui va permettre d'augmenter une expérience autour d'une marque. Alors ça peut concerner donc, l'expérience de toutes les parties prenantes, avec les collaborateurs internes qui travaillent sur la création, effectivement, la conception d'un produit de luxe ou d'un service premium. Ça va concerner bien évidemment les acheteurs, le client, proposer à la fin un service qui sera augmenté, enrichi, parce que mieux personnalisé grâce à l'IA, même si lui derrière ne sait pas qu'il y a de l'IA ou de l'IA générative, peu importe. Et puis aussi les marques. Derrière, c'est d'aller beaucoup plus vite, d'automatiser, de concevoir beaucoup plus vite, d'anticiper aussi beaucoup plus vite. Donc, moi, je trouve que l'IA, même si on ne l'achète pas, on n'ira pas dans un magasin hyper premium en fait, pour aller acheter de l'IA pour l'instant. Aujourd'hui, on est dans une phase où les éditeurs de solutions vendent de l'IA ou imposent de l'IA, quelque part, parce que, aux marques. Donc les marques, on est dans cette phase où les marques aujourd'hui sont en train de se les approprier, ce qui fait d'ailleurs que moi j'ai fait pas loin de 80 interventions, notamment sur l'IA auprès de Codir, et d'équipes marketing ou d'équipes techniques, de plein de corps de métiers différents. Donc on est plutôt dans cette phase de passage de relais de les éditeurs vendent un service IA, quel qu'il soit, aux marques. Les marques sont en train de comprendre comment elles peuvent l'utiliser, les utiliser. Donc, on voit plein de use cases, de cas d'application différentes. Et puis, de temps en temps, effectivement, apparaît quelque chose pour le client. Je pense, par exemple, il y a une campagne de la part de Mondelez en Inde où ils ont créé en fait toute une activation pour souhaiter bon anniversaire à partir de 4 IA. Combiné. Donc ça, moi, ayant travaillé beaucoup sur de l'activation de marque, je trouvais ça assez intéressant. Je pense aussi, par exemple, à cette sommelière que Moitensi a lancée, notamment, qui était surtout présentée à Vivatech cette année, avec laquelle tu peux interagir pour choisir, sélectionner ton vin, ou sélectionner, ou qu'elle puisse te conseiller en fait, sur un accord mets-vin. Voilà, donc c'est un avatar avec lequel tu discutes, elle s'appelle Divine ou Divine, et elle repose en fait sur une solution OpenAI derrière. Et dans quel cadre voilà. ils veulent mettre ça dans un restaurant, enfin comment ça? Alors pour l'instant, je ne suis pas au courant des dernières décisions, en tout cas concernant le projet, mais je sais que lors de Vivatech donc cette année, donc je crois que c'était fin mai 2024. Elle a fait partie en fait des 5 premières expériences de marque en tout cas ou cordeurs on va dire d'exposants en tout cas les plus en général plus de trafic et d'utilisation. Voilà. Maintenant j'imagine très bien effectivement un service comme ça in-store on va dire dans un restaurant ou effectivement chez un partenaire ou chez un caviste premium. Je connais pas assez la stratégie effectivement de cette maison, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et c'est là où effectivement, pour revenir à ce passage de relais, là l'IA permet d'apporter un service premium aux clients. Après, bien évidemment, il faudra savoir en fait comment fonctionne ce service, est-ce qu'il est rentable, évidemment. Mais donc au total, je pense que l'IA est un accélérateur d'expériences premium ou de vente de produits de luxe. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que le client n'achète pas de l'IA pour de l'IA. Il attend juste que ce qu'on lui vend, ça réponde à son besoin, ou on crée un nouveau, que ça le fasse rêver. Voilà. Je vois plus l'IA en tout cas comme un intermédiaire et pas une fin en soi. Je me trompe peut-être. Non, alors là, non, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Ouais. Alors, tu disais que tu faisais beaucoup d'interventions. Là, j'ai noté 80 interventions que tu as fait ces derniers temps sur l'IA. Qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu dirais à ces gens que tu vois qui ont un peu peur justement de l'IA, parce que l'IA ça peut faire peur. Tu parlais du sommelier là. Enfin, je veux dire, moi je suis sommelier par exemple dans un restaurant ou quoi, je me dis ok, est-ce qu'on n'a plus besoin de moi, ça y est, ou quoi? Est-ce que tu as un discours par rapport à ça devant les personnes devant qui tu fais tes interventions? Il y a plusieurs choses. Bon, déjà, moi je commence toujours par dire que j'ai pas d'action chez OpenAI.
J'aimerais bien. Donc, je ne suis pas là pour être commercial d'une solution à leur vendre après. En revanche, je pense que pour avoir un avis, il faut avoir un peu testé. Voilà. Si je dis que j'aime pas quelque chose, en fait, il faut que je l'ai un petit peu compris. Si je dis que je n'aime pas un plat, il faut que je l'ai goûté. Sinon, je suis pas très crédible. Donc, je leur dis, laissez-vous porter, tester, faites-vous votre avis, voyez si ça vous plaît ou pas, voyez si c'est utile ou pas. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que pour plein de raisons, c'est toute une démonstration pour ça, ça peut vous être utile. Et ensuite, parce que le rôle qu'on a, parce qu'on est beaucoup d'intervenants, formateurs, coachs, tous ces mots que je déteste, l'impression d'être juste un pion, comme ça, juste qui vient parler d'un sujet. On y apporte une dimension conseil, nous-mêmes, et je trouve aujourd'hui que dans le conseil qu'on doit apporter nous en intermédiaire, on doit y ajouter aussi une valeur un peu premium. Tu vois, je dirais pas de luxe, mais en tout cas il faut essayer de se mettre à la place du client. De toute façon, ce que je raconte, ça fonctionne aussi bien en B2C qu'en B2B. Et je leur dis, essayez, testez, on va manipuler ensemble, pratiquer. Sachez aussi que la technologie dont on parle aujourd'hui, ce sera la plus mauvaise puisqu'elle est sans cesse évolutive. Voilà. Donc soyez un peu informés, soyez au courant pour ne pas vous réveiller demain et vous dire mince, si j'avais su. En revanche, une fois que vous avez testé, vous avez le droit effectivement d'avoir votre propre avis, de dire ça ne me sert pas. Alors effectivement, dans certains cas, pour des fonctions support, souvent finance, où il y a beaucoup de gestion de chiffres. Alors, ils n'ont pas attendu l'IA générative, en fait, pour que ça fonctionne. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup d'algorithmes, alors que ce soit de l'IA, pas de l'IA, de l'automatisation, peu importe. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. En revanche, il y a toujours un petit truc qui fonctionne bien avec l'IA générative, surtout. Et j'essaye de leur démontrer quand on est ensemble. Donc voilà. Hier, j'étais avec un client et puis on a fait des tests en fait, sur de la gestion administrative, notamment à partir de relevés bancaires. Et ça a très bien fonctionné. Et puis à la fin des sessions, ma plus grande victoire, on va dire, ma plus grande satisfaction, c'est quand les gens ont le sourire. Voilà. Et après, derrière, tout ça, alors, il y a de l'expérientiel, bien évidemment, in situ, il y a de la démonstration, et puis après, derrière, il y a des faits. Donc, il faut arriver avec des chiffres, voilà. Des exemples. Moi, je montre beaucoup c'est comme ça que je travaillais aussi beaucoup dans les groupes américains. Il faut montrer des use cases. Alors, souvent, là, dans l'IA, on parle de use case, de cas d'usage. C'est plutôt les cas d'usage personnels. Moi, je parlerais plutôt de cas d'application, notamment de marques. Donc, je leur montre que ça touche tous les métiers, tous les secteurs. Voilà. C'est marrant. J'ai rigolé quand tu m'as parlé de tes relevés bancaires parce que hier ou avant-hier, mais un des 2 jours, j'ai fait exactement la même chose. On a un client qui ne nous a pas payé depuis 3-4 mois ou 4-5 mois et il nous assure que si. Et donc, j'avais pas envie de me cogner 4-5 mois de relevés bancaires avec des dizaines de lignes. Et je disais, c'est bon, faut que je le fasse, faut que je vérifie. Puis là, je dis, mais attends, je suis bête. J'ai téléchargé tous les relevés bancaires, j'ai mis ça dans ChatGPT, je lui ai dit, dis-moi tout ce qu'a payé, j'ai failli dire le nom de la boîte, dis-moi tout ce qu'a payé et dis-moi les sommes en face. Il n'y avait que 2 paiements sur les 6 qu'on attendait. J'ai dit, c'est bon, je sais, voilà, ça y est, je sais maintenant. Et ce qui m'aurait pris peut-être 1h30 à éplucher ligne par ligne, parce que c'est long, et à recommencer peut-être 2 fois pour ne pas oublier, là, lui, il me l'a fait en 4 secondes. Et en 4 secondes, j'avais mon résultat et je savais ce que le client n'avait pas payé. J'ai pu lui dire ça. Alors, ça donc, je ne sais pas si c'est le cas que tu as fait à peu près, mais en tout cas, c'était ça. Bon. J'ai dit au client, alors, il y a deux choses. Soit vous avez la technique habituelle, CTRL F ou commande F, pour trouver effectivement dans vos PDF, pour relever en PDF. Soit vous utilisez effectivement une version sécurisée de ChatGPT pour que vos données ensuite ne fuitent pas, etc. Donc ça c'est aussi un point important. Et puis on a fait le test, alors que ce soit avec un gros volume en tout cas de données comme plus petit, parce que parfois, comme le produit et souvent la technologie c'est un produit imparfait, hein. Internet c'est imparfait, hein. Il y a des bugs tout le temps, voilà. L'IA aussi peut se tromper, et sur des sujets sensibles comme ça, je leur ai dit tester sur un petit échantillon, vérifier à la main. Bon, c'était assez rapide puisqu'il s'agissait de
quelques documents et puis des pages qui étaient avec des contenus qui étaient assez précis, et ça a fonctionné. Ouais. Donc voilà. Et voilà. Et à chaque fois, ce que je dis aussi, c'est que vous découvrirez certains outils, mais je vous en parle aujourd'hui, mais dans 2 mois, il aura changé. Et c'est ça qui est intéressant. Soyez au courant de ce qui se fait, de ce qui se passe. Je mets souvent en fait l'arrivée de l'IA comme le considérant comme un moyen. Eh bien, on a vécu d'autres mini-révolutions à l'intérieur de cette révolution, on dira peut-être technologique depuis une vingtaine d'années. L'arrivée effectivement du mobile, 2007 notamment avec toute la partie in-generation, avec l'iPhone. Voilà. Les réseaux sociaux, l'accélération notamment des réseaux sociaux, leur appropriation par les marques, après les consommateurs. Et je l'ai vécu aussi avec l'influence, qui a beaucoup accéléré il y a 7-8 ans. On dit... On ne vous dit pas que c'est ce qu'il y a de mieux, on ne vous dit pas que c'est super bien et tout. En revanche, vous voyez ça comme un levier supplémentaire, comme un moyen supplémentaire d'aller encore plus vite dans votre business et dans votre stratégie. Voilà. Bien, pas bien, on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Dans l'influence, c'était un gros sujet. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, tout. Si ça vous permet d'atteindre vos objectifs de marque, qu'ils soient engagement, considération, notoriété ou conversion, utilisez-les, ces leviers. Voilà. Et je trouve aujourd'hui que il peut y avoir plein de débats sur l'IA générative. Déjà, seul le temps nous dira s'il s'agit d'une révolution ou pas. On note quand même, sur le court terme, qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer. Moi, je ne touche pas, par exemple, à Photoshop. Pourtant, je travaillais pendant très longtemps en agence, mais ce n'était pas mon rôle. Mais, je disais, depuis 1 an et demi, je peux générer des images et je peux projeter sur un écran ou dans une image ce que j'ai en tête. Ouais. Donc, c'était une révolution pour moi. Incroyable. Au-delà de tout ce que nous permet de faire ChatGPT de façon très opérationnelle et classique, que je trouve phénoménale. Je te propose de passer à la petite séquence de questions à répondre, par oui ou par non. Et puis après, on pourra ouvrir le débat s'il y en a une ou deux qui t'ont titillé un peu plus que l'autre. Allez, alors. Donc 10 questions, hein, un petit peu, peut-être un petit peu piquantes. Et après, on peut rentrer dans le sujet. On y va. Est-ce que selon toi, l'IA va remplacer les créatifs ou les DA dans les maisons ? Non. Tu veux que je précise pourquoi ou... Là, on est oui ou non, et après tu peux le garder en tête. On revient pour finir avec ça. Très bien. Est-ce que l'IA va détruire des emplois dans la mode ou le luxe, du coup ? Ce serait malhonnête de dire que ça ne va pas impacter certains emplois, évidemment. Oui ou non ? Je dirais oui, mais. Oui, mais. Est-ce que les œuvres créées par l'IA sont de l'art ? Autrement dit, est-ce qu'on peut dire que l'IA est une artiste ? Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Après, la définition de l'œuvre d'art, en fait, et puis les copyrights sur une œuvre d'art, bien définis par le droit sur français. Chacune des questions, ça. On va faire 1h30. Oui, c'est-à-dire que... voilà. Doit-on systématiquement prévenir quand l'IA a participé à une production ? Que ce soit un contenu visuel, un vêtement, peu importe. Prévenir le client, donc. Oui, et puis c'est de plus en plus mis en place par Meta, par les GAFA, par YouTube, etc. Je pense dans un cadre de transparence, oui. Ok. Est-ce que l'IA pourrait éliminer la contrefaçon dans le luxe ? Oui. Est-ce que l'IA... En tout cas, essayer d'y participer, oui. En tout cas, y contribuer fortement, oui. Ouais. Est-ce que l'IA va tuer le savoir-faire traditionnel dans le luxe ? Tuer non, le transformer, oui. Est-ce que les prochains big influenceurs mode seront des IA ? Il y en a déjà. Alors, je ne sais pas, mais on voit aujourd'hui que la Gen Z se moque de savoir si un influenceur est virtuel ou bien réel. Mais si le mot virtuel, c'est aussi réel. En tout cas, humain ou en IA. Donc ça impacte, oui, vraiment le domaine de l'influence. Donc, et je pense que tout doit être nuancé quand même. Voilà. Compliqué de dire oui ou non. Mais c'est fait exprès. Évidemment. Sinon, je ne ferais pas le jeu. J'ai inventé des nouveaux mots. Nouilles. Nouilles. L'IA va-t-elle tuer la fast fashion ou la rendre plus forte que jamais ? Alors là, c'est pas oui ou non, c'est... L'IA participe beaucoup à l'accélération de la fast fashion.
Je sais que tu as reçu quelqu'un il y a Donc, pas très longtemps qui en parle beaucoup. Effectivement. Plutôt la rendre plus forte alors. La rendre plus forte, mais je pense qu'aujourd'hui, elle va la contrecarrer. Il faut un moment que ça s'arrête. Mais c'est vraiment l'enjeu de la question. On pourra revenir Donc dessus. Mais... oui, mais ça doit changer. De toute façon, et ça changera. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de... Parce qu'aujourd'hui, eux utilisent l'IA pour se rendre plus fort. Est-ce que nous, on est capable d'utiliser l'IA pour venir contrecarrer tout ça? Et c'est là où, bon... on n'est pas dans un monde, souvent, je dis, c'est pas l'humain qui est opposé à l'IA. Il y a des IA qui surveillent des IA, il y a des IA qui entraînent des IA, il y a des IA bienveillantes qui combattent des IA malveillantes. Donc je pense que de toute façon, c'est juste qu'il y a plein de choses, il y a peu de choses, voire rien, qui n'est fait à cet endroit-là aujourd'hui. Et il y a tout à faire, mais il y a plein de choses à faire avec ce qu'on sait. Et dernière question, un petit peu plus légère. Doit-on dire bonjour et merci à une IA? Je me pose tous les jours la question. Alors je le dis souvent, peut-être par réflexe. Je lui dis merci. Alors il y avait la question de, en étant poli avec ChatGPT, il est bien. Alors il y en a qui disent oui, d'autres non. Moi j'aurais tendance à dire oui parce que de toute façon ça se perd et donc c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Le jour où ça sera personnifié, on aura peut-être plus envie de lui dire. Mais non, mais alors t'as raison parce que ça se perd et en fait il y a une étude qui a vraiment été sortie sur ça où, à ce qui paraît, l'IA serait plus performante si on lui disait bonjour, au revoir et merci. Et en fait, il s'est avéré que cette étude était pleine de biais. C'est pas le fait de dire bonjour, au revoir et merci qui fait que l'IA est plus performante. Vraiment, elle s'en cogne. Il n'y a même pas de sujet là-dessus. Ça n'a aucun impact. Sauf qu'en fait, les personnes qui disent bonjour, au revoir et merci sont des personnes qui ont peut-être un niveau de vocabulaire un petit peu plus élevé, qui ont l'habitude d'élaborer des phrases, ainsi de suite, enfin, voilà, qui savent construire. Et donc, ils sont plus performants en utilisant l'IA que des personnes qui seraient peut-être un peu plus brutes. C'était ça le biais de l'étude. Ok, parce que j'avais lu effectivement tout et son contraire en fait sur le sujet. Alors après, peut-être que je dis encore une connerie, hein, mais moi, de tout ce que j'ai vu et analysé sur le sujet, parce que ça me faisait rire, c'est ça l'angle derrière que j'ai... Bon, pour te dire, j'utilise beaucoup la commande vocale, ChatGPT, donc je commence souvent par, je parle à une personne. Hier, je l'ai fait devant un ami. Il m'a dit, mais tu lui parles? Je lui dis, oui, tu vas me prendre pour un fou. Je lui parle comme si je parlais vraiment à quelqu'un. Comme si je laissais une note vocale sur WhatsApp. Voilà. Et souvent, ça me permet effectivement je lance quelque part, en fait, mon brief, mon coaching avec l'IA, le côté ping-pong, tu vois, la discussion que j'ai avec elle. Comme ça. Et du coup, ça me permet de structurer un peu mon approche. Et voilà, ce qui ne m'empêche pas de m'engueuler au moins une fois par jour avec ChatGPT. Faut le remettre à sa place bien souvent. Ah oui. Ah oui. Je me dis, t'es nul aujourd'hui, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'utilise la commande vocale, c'est plus rapide, tu peux que te taper, donc voilà, je l'écrirai pas. J'aurais fait mais à la voix, t'arrives à t'embrouiller avec ChatGPT. Il comprend très bien avec leur technologie Whisper, il comprend très très bien. Mais la commande vocale est parfaite. Il comprend très très bien ce qu'on exprime, donc je prends énormément de temps. Donc si j'ai un moment, il y a si je râle, peu importe, c'est dans le prompt, c'est pas grave. Ouais, non, mais... Voilà. Ça me fait du bien. Oui, c'est une espèce aussi de petit défouloir de temps en temps. C'est ça. Est-ce qu'il y a une question sur laquelle tu veux revenir parmi celles qu'on a posées? Il y en a beaucoup. Il y avait la destruction des emplois, il y avait les DA dans les maisons. Oui, je pense... Au total, je pense que l'IA, c'est difficile d'avoir un point de vue arrêté. Il faut comprendre qu'on est sur un sujet qui est nouveau. L'IA existe depuis très très longtemps. D'autres parlent de l'IA dans son sens très large. Certains disent que c'est la Pascaline de Pascal, qui était une des premières machines à calculer, qui était aussi de l'IA. Il y avait des automates en bois qui jouaient de la musique pendant des heures et des heures. Donc on peut très bien dire que c'est de l'intelligence artificielle. Après, dans sa version moderne, on va dire que ça date des années 50. Mais l'IA existe depuis toujours autour de nous. De toute façon, quand tu fais une recherche sur Google, quand tu cherches ton chemin effectivement sur toutes les applications en fait, de géolocalisation et compagnie, quand Spotify te propose une musique, bon, voilà. L'IA, c'est autour de nous. En revanche, l'IA générative, c'est quelque chose de nouveau, c'est une révolution en attendant toute cette évolution technologique, et c'est quelque chose en mouvement, c'est une dynamique, donc... Ce qu'on se dit aujourd'hui sera peut-être totalement perdu et obsolète dans 2 mois. Ouais. Peut-être que demain tout s'arrête.
c'est aussi possible, pour des choses qu'on ne maîtrise pas, pour la production, effectivement, des cartes à puce, etc. aussi. Donc, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est ce que j'ai toujours vécu, et certainement toi aussi dans le digital, c'est qu'il faut être certain dans cette incertitude et du coup, toujours avoir des convictions, sentir un peu les choses. Moi, je donne des cours à côté depuis 7-8 ans et je dis souvent aux étudiants, mais un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot « feel ». En anglais, le fait de ressentir, sentir un peu les choses comme ça. Et voilà, je disais il y a un an et demi, je disais à tous mes amis qui sont dans l'immobilier, je leur dis il faut lancer un truc sur l'IA et l'immobilier. Bon, je l'ai pas fait, parce que c'est pas forcément mon secteur de prédilection, en tout cas, même si je m'y mets peu à peu. Bon, on a vu plein d'acteurs là apparaître dans l'immobilier, alors que ça peut être du premium, moins premium. Voilà. Moi, je reste plutôt convaincu qu'il faut apprivoiser l'IA pour s'en faire un allié, puis après derrière essayer de répondre encore mieux à la demande du client, et d'autant plus dans le luxe et dans la fashion. Voilà, j'ai plutôt tendance à privilégier la fashion premium, donc oui. T'aurais lancé quoi dans l'immobilier là? Tu parlais de l'immobilier J'aurais lancé un cabinet de conseil ou un organisme de formation de l'IA générative pour le secteur de l'immobilier, puisqu'on sait que c'est un secteur qui est très compliqué aujourd'hui, assez imprévisible. Et donc, l'IA étant un facilitateur, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait, dans ce secteur-là, et on a vu effectivement plein d'acteurs apparaître depuis et qui vont très très bien. Donc super intéressant. Si tu devais juste nous dire la liste, alors tu nous en as dit déjà quelques-uns, mais la liste des outils d'IA que toi tu utilises dans ton quotidien, alors tu as parlé de ChatGPT, tu as parlé de Perplexity, est-ce qu'il y en a d'autres vraiment qui font ton quotidien? Alors il y en a plein, je pense qu'il y a moi, il y a la partie donc image effectivement avec Midjourney. Je pourrais citer Firefly de la suite Adobe. Après, il y a toute la partie upscaler que je trouve assez fascinante avec les magnifiques.ai et compagnie, Love Image, etc. Puis plein d'autres, les Leonardo et tout. Je trouve que la vidéo aussi, c'est un sujet passionnant, avec le Runway ML, la version 3 là, qui est sortie, Flux qui a fait beaucoup de buzz cet été, on attend Sora aussi, bien évidemment. Non, moi je l'attends plus, c'est fini, j'en ai marre des gens qui annoncent des trucs qui n'arrivent pas. Maintenant, donc ça c'est vraiment, on va dire, pour la partie playful, quoi, je veux dire, le côté, moi il y a Eleven Labs aussi qui est assez incroyable, et du coup, Eleven Labs qui fait partie des 3 technos, notamment dans Agent. Donc on va dire, j'ai mon top 10 qui me fascine pour de l'expérience, parce qu'ils permettent de faire une belle démonstration de ce qu'est l'IA, de ce que ça peut apporter. Voilà. Et puis après, dans certains secteurs, il y a bien évidemment des acteurs qui sont assez incroyables. J'ai eu l'occasion de travailler récemment sur un projet qui n'est pas encore sorti, donc je ne peux pas trop en parler, mais en tout cas qui concerne tout un audit des technologies d'IA et IA générative. On n'était pas fermé au service donc, de l'industrie du luxe. Donc j'ai pu passer en revue... alors, pas toujours testé, on ne peut pas tout tester, plus de 1200 technologies d'IA, donc certaines que je connaissais, d'autres qui m'ont été recommandées par des experts du secteur, d'autres que j'ai découvert aussi à Vivatech, parce que j'y avais travaillé pendant 3 jours cette année, puis plein d'autres, avec Perplexity. Mais ça, ce que je disais, c'est un projet qui va sortir et qui a audité des outils. C'est un projet, en fait, on a été 2 à travailler sur un projet en fait, de cartographie des IA dans l'industrie du textile, pour baliser toute la chaîne de valeur du textile. Donc le projet n'est pas encore sorti, mais ça a été un gros travail de fond. Et on a découvert des pépites, des outils qui permettent effectivement de faire de l'essayage virtuel ou de la conception 3D de produits. Ça sert aussi bien les designers que le client. D'autres qui permettent d'optimiser, par exemple, la sélection des matériaux pour concevoir un produit, parce qu'il y a bien évidemment toute la dimension éthique, RSE, à prendre en compte quand on construit quelque chose. Pas seulement des technologies, mais aussi des acteurs.
Je pense souvent, je cite souvent dans les cas d'application de marque l'exemple de The Couples, qui travaille avec une agence qui s'appelle Imiki. Et ils ont travaillé effectivement sur une technologie, un LLM en fait, interne qui aide les designers à concevoir des nouveaux produits à partir de toute une banque de packshots des collections précédentes de la marque. Donc, je trouve ça assez fascinant. Je pourrais citer effectivement G-Star qui a conçu notamment, qui a développé une cape complètement improbable à partir d'un prompt sur Midjourney. Et qu'ils ont commercialisé après. Et qu'ils ont commercialisé après. Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu l'info. C'était plus un effet de com, mais en tout cas, voilà. Mais dans l'idée, aujourd'hui, effectivement, je distingue deux choses. Il y a des outils qui peuvent servir un peu à tout le monde parce que derrière, c'est un peu playful. D'autres qui vont nous servir à de la productivité. L'administratif, en fait, quelle que soit la boîte, il faut faire de l'administratif, des comptes rendus de réunion, etc. Voilà, des chats GPT, des outils de transcript, des copilotes, effectivement. Copilot, Outlook Copilot, je trouve que c'est extraordinaire. Et puis après, il y en a d'autres qui sont plus spécifiques à des industries. Et là, je pense qu'il y a deux types de technologies. Il y a l'IA générative qui concerne plus l'individu. Et puis après, il y a d'autres outils d'IA qui nécessitent parfois du développement, du sur-mesure, qui reposent sur des technologies parfois existantes, OpenAI ou d'autres, et qui vont apporter une dimension servicielle beaucoup plus forte en B2B. Puis à la fin, in fine, apporter des choses en plus aux clients. Je pense notamment à tous les chatbots intelligents, conversationnels qui ont des taux de satisfaction quasiment équivalents à l'humain, quoi. Et si on veut se mettre une petite alerte pour savoir quand ce projet va sortir, qu'on te suive justement sur LinkedIn ou quoi, tu as une idée du timing ? Je pense très prochainement. Ouais. Très prochainement. Je ne sais pas encore comment il sera. Mais si on te suit sur LinkedIn, tu l'annonceras. Oui, à un moment j'en parlerai. Ouais. Oui, à un moment j'en parlerai. Pour l'instant, je dois rester. Voilà. Mais ce qui a été intéressant, c'est de faire ce travail de veille assez poussé, spécifique. Et finalement, ce que je te racontais tout à l'heure, dire que l'IA concerne tous les secteurs, tous les métiers. En fait, on s'est rendu compte que sur toute la chaîne de valeur de l'industrie du textile, tous les métiers sont concernés. Donc ça va aussi bien de la conception jusqu'à la supply. Et puis, je ne parle même pas de ce que l'IA permet de faire avec la robotique. Là, je ne sais pas si tu as vu Figure 2, la version 2 en fait, du premier robot humanoïde équipé de ChatGPT. Je crois qu'il a 6 caméras embarquées. Il fonctionne aussi à la voix, donc en speech-to-speech. Et puis, il a cette capacité de s'entraîner tout seul, donc d'apprendre, d'auto-apprendre, on va dire. Ce qui est le principe de toutes ces technologies-là. Et je trouve que c'est très intéressant de voir tout ce qu'on peut faire. Voilà. Donc là, oui, pour reprendre cet exemple-là, oui, ça va impacter certains emplois, mais les gens qui, du coup, faisaient ça vont peut-être devoir surveiller les robots. Enfin, voilà, alors, parce que moi, il y a beaucoup de choses qui sortent, je confonds des fois des trucs. Celui-là, c'est celui d'Elon Musk ou c'est pas celui-ci, c'est encore un autre ? Non, celui d'Elon Musk, c'est Optimus. C'est Optimus, ouais. Optimus. Ouais, c'est ça. Optimus ou Optimus. Mais je crois que j'ai vu des études comparatives entre les deux outils, entre les deux outils, les deux engins, on va dire. L'un fonctionne effectivement en speech to speech, ce que l'autre ne fait pas. Et puis il me semble qu'Optimus a 4 caméras quand Figure 2 on a 6. Voilà. Bon, après derrière, ça va tellement vite. Il y a un vrai objectif d'Elon Musk. Tu dis ça va vite, justement. Je crois qu'il disait que d'ici 2025, l'objectif c'est la commercialisation et qu'on les ait chez nous et qu'ils fassent le ménage. Alors oui, sauf que si on suit bien Elon Musk, il y a 7 ans, il annonçait des choses qui décalaient aussi en 2021. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de communication. Alors moi, je respecte beaucoup tous ces entrepreneurs qui ont des réussites assez incroyables. Ça me fascine pas forcément, mais bon, chacun a son rêve. Je ne suis jamais envieux du rêve des autres, mais en tout cas, je respecte ce qu'ils font, puisque ça leur plaît. Mais en tout cas, il y a une vraie... on est dans du soft power, en fait, avec l'IA générative. On est dans du soft power, l'IA générative, la technologie et puis la robotique. C'est qui créera, en fait, l'intelligence artificielle générale le premier, 2030. Enfin, certains de DeepMind disent une date, Altman en donne une autre, Elon Musk en donne encore une autre, d'autres en parlent de 2050. On va vers, en tout cas. Ouais. On est dans un flux et il faut suivre ce flux, ou en tout cas essayer d'être, plutôt que de se laisser aspirer, d'être passif et puis d'être impuissant, il faut essayer de se mettre un petit peu dans
en rythme pour se dire mais qu'est-ce que je peux faire moi dans tout ce flux. Il ne faut pas le subir. Voilà. Bah, je crois qu'on peut finir sur cette bonne parole. Juste avant, tu nous dis comment est-ce qu'on peut, si on a envie de te contacter et discuter un peu avec toi, on te contacte comment? Eh bien, on peut me trouver très facilement sur les réseaux sociaux. Donc, LinkedIn, Ghislain Labay, donc Ghislain, plus loin Labay. Vous me trouverez très facilement sur LinkedIn. Je réponds très rapidement, autant que possible, aux sollicitations. Sinon, c'est mon adresse email, c'est glabay, rewhy.io. Alors, j'ai pas de site internet, mais je me suis amusé à créer cette petite marque en utilisant les IA. Donc, j'ai un logo qui est pas beau, mais je l'ai fait avec une IA. Et puis, j'ai travaillé mon positionnement avec les IA et je me suis amusé avec ça. En fait, il fallait une bonne raison de me mettre à fond dans les IA. Mais je me suis dit, fais-le pour toi. On est son meilleur cas d'usage. On est son meilleur cas d'usage. Merci beaucoup pour ton temps, c'était vachement intéressant. Merci Morgane. À bientôt. Merci Morgane, à très bientôt. Ciao. Ciao.